À la une de l'actualité ce soir, le FMI, le Fonds monétaire international et la FSI, la Société financière internationale, engagés à soutenir le Burkina après ce que le pays a vécu ces dernières années. Les deux institutions promettent de financer les projets publics comme privés nécessaires au développement du pays. Elles l'ont signifié hier au Premier ministre Paul Kabatieba. Et puis, pour acter le développement, il faut aussi des financements domestiques à travers l'impôt, par exemple. Mais lorsque le contribuable ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposables, il est difficile de réaliser ses objectifs. À Dédougou, dans le Mouhoun, ils sont nombreux, ces commerçants qui ne payent pas leurs impôts. Que fait la municipalité pour recouvrir l'assiette fiscale? On en parle dans ce journal. L'impunité persistante au Burkina fait le lit des crimes économiques et de sang. C'est la conviction du MBDHP qui vient de rendre public son rapport 2015 sur les droits humains. Mais dans cette édition, vous les entendrez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Il faut soutenir le Burkina Faso après ce que le pays a vécu ces dernières années. C'est la conviction partagée par le FMI et la FSI, la Société financière internationale. Hier dans l'après-midi, les responsables de ces deux institutions sont allés le signifier au Premier ministre Paul Kabatieba et voir les modalités de ce soutien. Le point est avec Souleymane Sanou et Draman Dadja. Des membres du gouvernement et des représentants d'institutions publiques et privées du Burkina face aux émissaires de l'IFC, la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale. Les deux parties s'accordent ici sur les projets qui méritent d'être financés. Santé, agriculture, énergie, infrastructure, transport, urbanisme et habitat sont entre autres les domaines prioritaires du Burkina. Et l'IFC marque son accord pour le financement des projets porteurs dans ces secteurs d'activité. La SFI et le groupe de la Banque mondiale en général est prêt et continue à accompagner le Burkina. La SFI a fait cette année, dans les années 2014-2015, à peu près 122 millions de projets. Et l'année passée, nous avons fait 80 millions de projets. Nous aimerons doubler ces montants en apportant beaucoup plus de projets d'investissement privés. Bon, on n'est pas ressorti avec une enveloppe de financement comme ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vraiment ce partenariat va nous permettre d'attirer des investisseurs étrangers, soit directement, soit par le biais de la SFI. Et également, la SFI va apporter sa contribution directe à des financements qui sont très porteurs. Mais avant cette rencontre, Paul Kabatieba a reçu plus tôt dans la matinée le représentant résident du FMI. Il est porteur d'un message de soutien du Fonds monétaire international au gouvernement burkinabé. Le Burkina, malgré tous les problèmes qu'il a traversés, a su se montrer relativement résilient. Et les réformes qui sont actuellement engagées, que ce soit au niveau des finances publiques ou même au niveau de l'énergie, avec de très courageuses réformes, nous sommes entièrement disposés, pour ce gouvernement, à l'aider. Cette décision d'accompagner plus activement les efforts de développement d'un certain nombre de pays, dont le Burkina, a été prise le 10 juin dernier à Washington, lors du dernier conseil d'administration portant 4e et 5e revue du programme du FMI. Pour acter le développement également, il faut bien des financements domestiques à travers, par exemple, l'impôt. Mais lorsque le contribuable ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposables, il est difficile de réaliser ses objectifs. C'est donc un frein au développement, notamment des collectivités locales. À Dédougou, dans le Mouhoun, ils sont nombreux, ces commerçants qui ne s'acquittent pas de leurs taxes. Mais comment la municipalité compte faire pour recouvrir l'assiette fiscale? On essaie de comprendre avec Paul Sawadou. Nombreux sont les commerçants dans la commune de Dédougou qui ne payent pas leurs taxes régulièrement ou même pas. Et pourtant, payer ces taxes est un devoir citoyen. Comme en attendant là, il n'y a pas marché là. Bon, moi-même, tu vas manger là, il n'y en a pas même quoi. Donc, je ne parle pas de taxes en attendant. Bon, souvent on paye en trace quoi. Souvent on peut payer 3 fois ou 2 fois comme ça. Ce sont les services des impôts et du trésor en collaboration avec la mairie qui effectuent les opérations de recouvrement des taxes pour le compte de la commune, chose qui n'est pas aisée. Dans les normes, ce sont les contribuables eux-mêmes qui devaient venir vers nous pour payer leur loyer. Mais si on doit s'asseoir, attendre, on ne le verra jamais. Donc,
on demande souvent à certains agents de descendre sur le terrain. Ces derniers temps, vous voyez la perte de l'autorité de l'État, ça fait que ça nous freine dans notre travail. Le recouvrement aussi peut se faire par la voie forcée, hein. Voilà, il faut le dire, mais nous ne sommes pas encore là-bas. Le non-paiement des taxes n'est pas sans conséquence sur le développement de la commune. Pour résoudre ce problème, la mairie et ses collaborateurs passent d'abord par la sensibilisation. L'année 2015, vous avez en recette propre que nous avons pu recouvrer 187 736 466. Ça ne représente pas plus de 30% du budget global de la commune. Certains commerçants évoquent un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent avec les agents de recouvrement. Il y a beaucoup de gens qui regressent, mais ils viennent dire que, par exemple, si tu as payé 8 000 francs l'année passée, il faut que tu payes 10 000 francs cette année ou mieux plus. Ce sont des montants qui sont fixés en fonction du niveau de vie de la collectivité parce que le domaine de fiscalité est organisé avec une certaine philosophie. La mairie invite tout contribuable à avoir l'ambition de faire rayonner la commune en s'acquittant de ses taxes. Et puis les nouvelles de la campagne agricole dans ce journal, dans le sud-ouest du Burkina. La campagne promet si les pluies continuent dans la durée. C'est le constat fait par nos équipes dans les provinces du Yoba et de la Bougriba. Oumarou Sagnon, Draman Kabori. La saison agricole s'est installée de façon disparate au sud-ouest. Dans la province du Yoba et de la Bougriba, la plupart des champs que nous avons visités présentent des physionomies différentes. Vous prenez la zone de la commune de Dano, nous sommes toujours au stade levé et les activités les plus menées, c'est toujours le semis, labour semis. Les cultures sont au stade levé, montaison pour certaines variétés, et notamment les spéculations comme en ce qui concerne la montaison, le sorgho, le riz et le maïs. La ramification également pour ce qui concerne l'igname. Si à Dissine, précisément à Nakar, les cultivateurs sont au stade de sarclage, du côté de la Bougriba, le constat est tout autre. Aujourd'hui, nous sommes dans mon champ. On travaille en groupe. On fait ça à tour de rôle. Chaque jour, sauf le jour du marché de Zambo. Et dimanche, on ne travaille pas ça. Comme nous, on a commencé tôt. Et puis, il y a des gens qui viennent de commencer. Les pluies sont venues en retard ici. Et il ne pleut pas tous les jours. On peut dire même ici, ça vaut mieux. Si vous dépassez le barrage, vous allez voir que la terre est sèche. À Navielgan, les opérations culturelles sont entre autres les labours et les semis. Ici, nous sommes autour d'une parcelle de démonstration. Mais le thème prévu ici, c'est la promotion variétale. Nous avons 2 parcelles élémentaires de 250 mètres carrés. Maintenant, sur cette parcelle élémentaire, nous avons mis le maïs Bondofa. Et à ma gauche, nous avons mis le maïs Barca, qui est une variété du producteur. Maintenant, le Bondofa, c'est la variété à promouvoir. Contrairement aux années antérieures, cette année, les intrants agricoles ont été acheminés dès début juin aux producteurs du Yoba et de la Bougriba. Et pour les techniciens supérieurs d'agriculture, si la pluviométrie continue dans la même dynamique jusqu'en octobre, une bonne moisson est attendue dans ces 2 provinces du sud-ouest. Et c'est dans ce contexte que le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest du Burkina veut donner du relief à ses activités. Ce 30 juin, il a réuni à Bobo Dioulasso, autorités administratives, techniciens, membres des organisations paysannes et des institutions de microfinance pour un atelier de 48 heures. Le compte-rendu est signé Moussa Sanou. Le développement de la petite irrigation bientôt une réalité au Burkina. En attendant le PIGO, le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest est à la phase de mise en place de ses organes de gestion et d'exécution. Réunis en atelier ici à Bobo Dioulasso, les principaux acteurs se concertent en vue de planifier les actions à mener au cours de la durée du projet. Dans sa conception, c'est un projet ouvert. Ça veut dire qu'il est laissé à l'altitude des bénéficiaires de définir eux-mêmes leurs priorités. Donc c'est en cela que nous tenons cet atelier
pour prendre en compte les préoccupations des différents bénéficiaires, les producteurs essentiellement. Ces préoccupations tournent autour de l'aménagement des bas-fonds et des périmètres irrigués pour la production risicole et maraîchère. Le projet aussi va accompagner dans l'appui à la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures pour faciliter la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Notamment, le projet va accompagner les producteurs à construire des magasins de stockage. Il va les aider à avoir accès facilement au crédit agricole en mettant en place ce qu'on appelle le crédit warrantage. D'une durée de 5 ans et financé par la coopération allemande à travers la KfW, le projet PIGO a pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations et l'augmentation de leurs revenus. Il a été lancé en 2015 et s'appuie sur les expériences réussies du PAPSO, le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile. Pour l'irrigation, il faut de l'eau et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est aussi la clé du développement durable. C'est une vision partagée par le partenariat national de l'eau qui vient de tenir ce 30 juin à Ouagadougou un atelier de partage d'expériences. Il s'agit de faire le point des actions menées dans le cadre d'un plan quinquennal que le partenariat conduit et surtout être attentif aux résultats concernant les adaptations au changement climatique. Issa Lankwandé. Après 5 années de mise en œuvre, le projet de renforcement des capacités en matière de gestion de ressources hydrauliques arrive à son terme. Ces acteurs ici réunis ont pour tâche la dissémination des résultats engrangés et la définition des modalités pour la mise en place d'une communauté nationale de bonnes pratiques en rapport avec les résultats et impacts du projet. Un projet conçu et implémenté par le partenariat national de l'eau en collaboration avec l'ONG Programme Eau, Climat et Développement. Le programme de renforcement des capacités a consisté à la formation d'un certain nombre d'acteurs du secteur de l'eau, de l'environnement et des ressources connexes à la stratégie d'adaptation au changement climatique. Ces acteurs ont été assidus avec des formateurs compétents dans la mesure de leur doter de compétences pour ce qui concerne les changements climatiques sur tous les aspects. Cet atelier est suivi d'une assemblée générale qui réunit tous les acteurs du domaine de l'eau autour de l'objectif fondamental de la promotion des mesures et pratiques de gestion intégrée des ressources en eau. Occasion aussi de décerner quelques distinctions aux acteurs qui se sentent le plus dévoués au succès du projet. Dans l'actualité ce soir, le ministre en charge de l'habitat était ce vendredi à Banseko dans la banlieue agalaise où des promoteurs immobiliers privés conduisent des chantiers de construction de logements sociaux. Environ 300 logements sociaux et économiques sont déjà construits. La visite du ministre Maurice Bonané lui a permis de se rendre compte des efforts des promoteurs, mais aussi renforce la vision de l'État burkinabé de permettre un large accès des ménages moyens et pauvres à des logements décents. Roger Kam ou Moussissé ont fait le tour avec lui. Voici leur témoignage. Le ministre en charge de l'habitat sur les chantiers de construction de 2 entreprises privées à la cité de Basenko. Plus de 200 logements sociaux et économiques déjà construits par la société immobilière internationale Wenfanga et PN Burkina Faso. Des promoteurs qui assurent de la qualité de leurs logements. Il y a beaucoup de techniciens qui sont sur le terrain. Il y a des ministères de l'habitat, il y a des banques de l'habitat et il y a mon technicien. Ils sont travaillés ensemble pour que les maisons soient de qualité. Maisons construites avec les normes européennes, avec lesquelles l'aération, c'est très important pour nous. C'est une question de voir comment est-ce qu'on peut diminuer les charges énergétiques. Ce sont aussi les maisons qu'on livre avec plaques solaires. Le ministre Dieudonné Bonané se dit satisfait de l'avancée des travaux et tout est mis en œuvre pour la viabilisation de la cité de Basenko. Des voies bitumées et des caniveaux de drainage des eaux de pluie sont en réalisation. Bientôt, la cité sera électrifiée. Il y a l'adduction d'eau, il y a l'adduction d'électricité. Ça, nous nous sommes dirigés vers les sociétés qui s'occupent de ça au niveau national, à savoir la Sonabel et l'ONEA. Des travaux sont déjà en cours, il reste beaucoup à faire et nous allons nous atteler avec ces sociétés-là pour que effectivement ces commodités-là y soient. La demande en logement est très forte
et les sociétés immobilières internationales Wenpanga et PN Burkina Faso s'engagent à offrir des logements à toutes les couches et catégories sociales de notre pays. Les maisons proposées sont de type F2, F3 et F4, des logements tous extensibles. Si le ministère en charge de l'habitat travaille à l'accès au logement au Burkina Faso, d'autres droits de la personne humaine ne sont pas souvent respectés dans le pays. Illustration dans le rapport 2015 sur les droits humains au Burkina. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples à l'origine du document vient de rendre public le document ce 1er juillet. Un document de 80 pages qui expose les 4 violations des droits humains lors du coup d'État manqué de septembre 2015 et d'autres atteintes à l'intégrité physique des personnes. Pour le MBDHP, l'impunité persistante fait le lit aux crimes de sang et économiques. Explication, Salif Belem et Ismaël Sirima. L'irruption de l'ex-RSP dans la vie politique en septembre 2015 occupe une grande part du rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Le rapport déplore les 15 morts officiellement enregistrés du fait du putsch manqué et aussi d'autres atteintes au droit à la vie. Dans ces 80 pages, le rapport a également décrié les cas de mauvais traitement et de torture de personnes, ainsi que les atteintes à la liberté de presse et d'information. Et vous savez également que jusqu'à présent, nous n'avons pas de justice pour les victimes de ce putsch avorté-là. Il faut qu'enfin la justice se décide à faire avancer les choses. On nous a annoncé au mois de décembre 2015 qu'il y avait eu des inculpés dans le cas du dossier Norbert Zongo, mais je puis vous avouer que depuis cette annonce-là, apparemment rien n'a bougé. Quelques exemplaires du rapport 2015 du MBDHP ont été remis aux autorités pour attirer leurs attentions sur certaines recommandations. Nous avons également lancé un appel aux autorités afin que le renchérissement continu du coût de la vie puisse quand même connaître un terme. Nous avons également lancé un appel afin qu'au niveau de la situation sécuritaire, des dispositions soient prises pour davantage sécuriser les personnes et les biens, aussi bien dans les grandes villes que dans nos campagnes. Le rapport 2015 du MBDHP revient également sur ce qu'il qualifie de fièvre de produits périmés avec l'affaire des canettes au bouffe et celle des huiles impropres à la consommation. L'Association des femmes juristes du Burkina à la recherche de l'innovation. Elles viennent présenter un plan stratégique pour la période 2016-2020. Le plan décline 2 axes, l'accès de la femme à la terre et la santé de la reproduction des jeunes filles. Les détails avec Nathalie Sawadogo. Le nouveau plan stratégique 2016-2020 de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, présenté ici aux partenaires. Un nouveau plan stratégique qui comporte des innovations. Nous allons donc mettre l'accent dans ce plan stratégique sur la santé sexuelle et reproductive. Et vous savez que la question est d'actualité et nous avons besoin que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive soient une réalité au Burkina. Nous avons beaucoup de textes qui prônent ces droits, le droit à la santé. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Donc nous voulons mettre l'accent sur ce domaine-là. Et ensuite, nous voulons renforcer donc notre intervention sur l'accès des femmes à la terre. Ce plan stratégique 2016-2020 a été réalisé avec l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme. On verra de l'association des femmes juristes qui s'ouvrent vers des femmes rurales pour leur permettre de développer et améliorer leurs conditions de vie à travers des initiatives plus précises. L'association envisage mener des activités spécifiques à l'endroit des jeunes filles vulnérables en milieu scolaire et universitaire, et ce dans les 13 régions du Burkina. Mais avant la présentation du nouveau plan stratégique, la présidente de l'association a fait le point des actions menées en 2012-2014. Des actions qui ont permis à la structure de donner de l'assistance juridique et judiciaire à plus de 1000 femmes victimes de violations de leurs droits. Et puis c'est fini pour les premières journées du correspondant de Radio Burkina. Ces hommes qui sont l'œil et l'oreille de la radio nationale à travers tout le territoire se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire le bilan de leur contribution à l'information du grand public. Incontestablement, leur rôle est avéré et encourageant. C'est pourquoi le ministre en charge de la communication est allé les rencontrer. Mokhtar Ouedraogo, Lazare Pouya. Ils sont tous des correspondants venus des différentes provinces du Burkina
pour prendre part à ces journées du correspondant de la RTB. Au cœur des échanges, mener des réflexions sur leurs contributions et redynamiser le métier de correspondant provincial de la RTB. Les correspondants se sont engagés à relever le défi du rayonnement de la radio à travers le pays. Nous nous engageons également à traiter de façon équilibrée, de façon objective, de façon équitable l'information à travers le Burkina Faso. Il s'agissait également pour ces correspondants de faire un état des lieux de la correspondance pour la radio nationale 10 ans après leur recrutement. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu la visite et les mots d'encouragement du ministre de la Communication. Ces correspondants permettent aux Burkinabés d'être informés de ce qui se passe à l'intérieur du Burkina, dans les différentes régions où la radio nationale et la télévision nationale n'ont pas toujours des structures adéquates pour faire remonter l'information. Donc je suis venu les accompagner et marquer tout l'intérêt que nous avons pour que ces éléments-là soient aujourd'hui au cœur du traitement de l'information et de la diffusion des nouvelles au sein de notre radio et télévision nationale. Ces correspondants ont également exprimé leur doléance au ministre de la Communication qui se résume au manque de matériel technique pour le travail et l'énumération. Dans nos canaux au niveau du traitement de l'information, ce sont des actes qui doivent être rémunérés, ce que nous appelons la pige. Donc il est important que nous pensons. Deuxièmement, ils ont posé le problème qui est juste de leur formation. Puis le troisième élément, c'est les moyens, parce qu'il faut mettre au minimum de moyens à leur disposition. Au terme de ces journées, ce sont des correspondants qui repartent avec des engagements pris pour mieux faire leur travail. Les administrateurs civils et les secrétaires administratifs de leur côté ont achevé également ce samedi leur 3e conseil ordinaire. Une occasion pour réfléchir sur la problématique de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. À la rencontre de Ouagadougou, c'est surtout leur contribution qui a été mise en avant. Claudine Bikaba. La problématique de la gouvernance territoriale et de la décentralisation est au cœur des échanges des acteurs de la décentralisation et de la concentration au Burkina Faso. Réunis à Ouagadougou en conseil ordinaire, ces acteurs se penchent sur les insuffisances de la mise en œuvre de la politique nationale de gouvernance territoriale. En matière de déconcentration, il y a le principe de la séparation de la fonction de conception et de mise en œuvre des politiques publiques, le principe de la délégation de pouvoir et de signature, qui ne sont pas respectés et qui handicapent la mise en œuvre efficace des politiques publiques nationales. Au niveau de la décentralisation, il y a le non-respect du principe du transfert concomitant des compétences et des ressources qui handicapent la mise en œuvre et la réussite des politiques publiques locales. Donc pour nous, c'est des insuffisances à corriger. Pour le ministre en charge de la fonction publique, représentant le Premier ministre, qui mieux que ces acteurs pour se pencher sur la question. Ils ont un rôle de premier plan. Non seulement beaucoup d'entre eux assurent la tutelle des collectivités, que ce soit région ou commune, mais aussi, on peut dire que dans leur quasi-totalité, ils ont des rôles à jouer dans le cadre de l'appui que l'État, au niveau déconcentré, doit apporter aux collectivités locales. L'Union nationale des administrateurs civils entend donc apporter sa contribution à travers cette réflexion aux défis de la politique nationale territoriale. Des propositions concrètes issues de cette rencontre sont fortement attendues par le gouvernement. Et puis Air Burkina ouvre une agence à Dapoya dans la capitale burkinabé. La compagnie aérienne veut ainsi rapprocher davantage ses services de ses clients. Nathalie Sawadougou. Une agence pour mieux répondre aux attentes des clients. Située sur l'avenue Dim de l'Obsom, non loin du rond-point des Nations Unies, cette nouvelle agence devrait répondre aux exigences de la clientèle. On a voulu cette agence plus moderne pour mieux être plus près de nos clients. La particularité de cette agence, c'est que, un, elle est bien située. Deux, comme je l'ai dit, vous avez un parking assez vaste pour les clients pour se garer. Contrairement à l'agence de Kwame Nkrumah, vous avez aussi un espace qui permet de recevoir les clients, ce qu'on appelle les clients importants, et puis les corporates aussi, c'est-à-dire les sociétés qui sont en compte avec Air Burkina. La diversification de son réseau de distribution à Ouagadougou s'inscrit dans la politique d'Air Burkina. À l'occasion de cette inauguration,
La compagnie a reçu une distinction qui marque l'appartenance d'Air Burkina à l'IATA comme membre à part entière. Et nous avons d'autres ambitions pour cette compagnie. Et ça rentre dans le cadre d'une politique bien calée. Et je pense que dans quelques mois, on parlera d'Air Burkina comme une des meilleures compagnies parce qu'aujourd'hui, c'est la plus ancienne, c'est la plus fiable. Au passage, nous sommes déjà certifiés IOSA. Nous avons plusieurs autres certifications. Nous avons une reconnaissance internationale dans toutes les instances aéronautiques et des réunions des compagnies d'aviation à travers le monde. Air Burkina est la 3e compagnie d'Afrique, après les compagnies capverdiennes et camerounaises, à recevoir cette distinction. En sport, l'Union sportive de Ouagadougou vient de signer avec Endeavour Mining, le club de l'Arlé vient de signer une convention de partenariat de plus de 100 millions de francs CFA. À quoi va servir ce partenariat? Élément de réponse avec la Sina Sawadougou. L'Union sportive de Ouagadougou désormais parée d'or. Une signature et un échange de paraphènes qui officialisent un partenariat. Endeavour Mining, nouvellement installé au Burkina Faso, s'engage à verser la somme de 100 millions de francs CFA à l'Union sportive de Ouagadougou. L'USO, ce club familial, incarne des valeurs chères aussi à Endeavour. C'est vrai que l'histoire de l'USO et puis les résultats actuels nous ont poussés vers eux. On est très contents, très satisfaits et je pense que l'USO incarne les valeurs que Endeavour souhaite incarner et l'image que l'on souhaite donner de notre société aujourd'hui au Faso. Ce partenariat d'une telle valeur au profit d'un club est une première et permet aux rouges et blancs de rentrer dans une nouvelle dimension avec des ambitions naturellement à la hausse. C'est un très grand jour pour l'USO. Voilà. Parce que nous avons essayé depuis des années. Voilà, on a tout fait pour se trouver un sponsor. Le premier sponsor qu'on a eu, c'était BCB. Après, compte tenu des difficultés que BCB a eues, on a perdu ce sponsor. Donc, Endeavour est présentement notre vrai François. Parce qu'à BCB, vraiment, c'était un début. Voilà. La famille de l'USO peut être fière. L'objectif, dira Joseph Zangranogo, est de réactiver le projet de construction d'un complexe sportif, la redynamisation des petites catégories et des autres disciplines sportives. Endeavour et l'USO unis pour l'émergence d'une équipe restée longtemps modeste et qui devrait être champion d'ici 2018. À l'étranger, les habitants du Libéria sont partagés à l'heure où la mission des Nations Unies quitte le pays après plus de 13 ans de présence. L'intégralité de la sécurité du pays sera dorénavant assurée par Moronvia. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique de sécurité intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Au moment où je vous parle, la police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication, d'uniformes. En plus des formations, nous avons besoin de logistique. 311 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer leur sécurité eux-mêmes. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de la semaine, revue de presse signée Aimé Solan Guigma. La gouvernance du MPP remise en cause par les hebdomadaires de cette semaine. Depuis l'accession au pouvoir des anciens caciques de l'ex-parti au pouvoir,
Les institutions de la République se retrouvent dans une impasse jamais vue au Faso, nous confie l'opinion. Entre incivisme et violence physique, les militants du MPP, partis au pouvoir, dévoilent au grand jour leur réelle intention de gouverner par la violence et l'injustice, renchérit le journal. Ainsi, l'on va de l'état de droit à l'état voyou, estime l'opinion. Entre autres signes de cet état de fait avancé par l'hebdomadaire, agression entre populations pour cause de choix politiques, l'instrumentalisation de la justice militaire pour des fins politiques et la défiance de l'autorité de l'État par les citoyens. Quant au journal du jeudi, lui pense que le partage des responsabilités entre les ténors de ce parti ne semble pas marcher à tel point qu'il se demande si le MPP était prêt pour gérer le Burkina Faso. Pour l'hebdomadaire satirique, le parti au pouvoir doit repenser la gouvernance du pays et ne pas attendre une crise pour changer de méthode et d'homme. L'opinion d'estimer que le salut ne viendra que d'une nouvelle classe politique émancipée pour taire les haines politiques et remettre le pays sur les rails de la stabilité et de l'état de droit. Le Burkina compte bien des cadres compétents pour assurer son développement, dira Gigi, qui invite par ailleurs ceux qui ont fait leur preuve depuis plus de 30 ans, qui ont réussi à amener le Burkina à ce niveau de pauvreté, de défiance à l'autorité de l'État et de rancœur entre Burkinabés, à avoir le courage de se mettre enfin à la retraite administrative et politique. C'est au